Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la philosophie de combat. Je suis très content de vous retrouver pour cette série consacrée aux Grecs. Donc c'est seulement ce sera la troisième vidéo qui sera sur le sujet. La première était une introduction, la deuxième était sur la notion de divinité. Et puis cette nouvelle vidéo sera sur la notion de temps et d'espace. Donc j'intitule la vidéo Penser comme un ancien, Chronos, Aion, Kairos et Topos. Donc mon premier objectif dans cette vidéo, ça va être de vous expliquer les trois principaux concepts que les Grecs utilisent ou possèdent pour penser le temps. Le premier, c'est Chronos. Chronos, c'est quoi? Ça donnera chronomètre. Eh ben, Chronos, c'est quoi? C'est ce temps qui s'écoule. Il suffit tout simplement de regarder la barre qui avance là quand vous lisez ou la vidéo YouTube, ou tout simplement vous faites rien et puis vous sentez que le temps avance comme ça. Ben, c'est ce temps-là. Le premier, c'est Chronos, c'est aussi le père de Zeus, mais ça c'est une autre histoire. Chronos est un concept, et c'est le concept du temps qui s'écoule, le temps qui passe. Donc ce temps-là est perçu comme un mouvement irréversible qui nous entraîne vers l'avant et qui nous permet de distinguer éventuellement un passé, un présent ou un futur. Certains diraient qu'il n'y a que de l'éternel présent, peu importe. Mais c'est un mouvement irréversible, on ne revient pas en arrière. Et ça, c'est la première version de notre façon de penser le temps. Alors le deuxième concept pour penser le temps, c'est Aion. Alors Aion, c'est une sorte de temps-être. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas dans Aion la notion du temps qui s'écoule, mais la notion du temps qui est. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien votre destinée, ça peut être le temps infini, le temps qui est un espace comme ça, un mental qu'on peut voir comme un espace qui est infini ou une durée infinie. C'est tout simplement le temps psychologique. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde dans lequel le temps avance, en quelque sorte, et c'est le temps tel que vous le percevez en tant qu'être. C'est-à-dire que vous êtes un être vivant, là pour le coup. Vous pensez, vous vivez dans un monde, vous sentez bien que vous pouvez pas retenir le temps. Bon, c'est comme ça. Et puis, quand vous pensez le temps qui n'est pas encore, vous pensez à vos grands-parents, vous pensez à vos futurs petits-enfants, par exemple, eh bien, vous pensez à du temps qui n'est pas. Mais vous savez que ce temps va arriver puisque le temps s'écoule sans cesse. Donc, Aion, c'est une sorte de durée, on va dire un fil infini sur lequel on avance sans cesse. Ce qui avance, c'est Chronos, et le fil sur lequel ça avance, en quelque sorte, bah, ça sera Aion. Et le troisième type de temps, et celui-là est très intéressant, c'est le kairos. Alors vous avez sans doute beaucoup entendu parler, si vous vous intéressez un peu à la philosophie, de cette notion de kairos. Alors kairos, c'est le bon moment, la bonne occasion, la bonne opportunité. Souvent, pour représenter le Kairos, on représente un ange qui vient vers vous, qui passe au-dessus de vous et qui repart comme ça. Et le bon moment, c'est quel moment faut-il tendre sa main pour attraper la main de l'ange. Et puis, le bon moment, c'est le Kairos justement. C'est le moment où l'ange est juste au-dessus de vous, il vous tend la main, il faut tendre sa main aussi et il vous attrape en vol. C'est l'image qu'on donne pour le Kairos. Le Kairos, c'est le bon moment. Et je profite de Thucydide pour vous parler justement d'un moment de Kairos pur. On va partir tout droit dans la guerre du Péloponnèse, à un moment un peu après le commencement de la guerre, mais un moment un peu décisif où les choses commencent à devenir, comment dirais sensibles pour les deux parties en présence. Et je vais vous raconter un peu la bataille qui a eu lieu à Amphipolis à 422 avant Jésus-Christ. Voilà donc la première carte que je vous propose, elle est extrêmement rudimentaire. Je vais bien sûr vous en montrer beaucoup d'autres, mais autant faire simple et recevoir les informations petit à petit plutôt qu'avoir une carte très détaillée où on n'arrive pas à lire les informations essentielles. Là, vous voyez simplement Sparte tout au sud, un peu au nord Athènes et beaucoup plus au nord Amphipolis. Alors, tout simplement, je vous montre ces villes-là pour que vous ayez commencé à prendre l'habitude de savoir où elles se situent. Et bien sûr, en 431 avant Jésus-Christ, il y a une grande guerre qui va éclater entre Athènes et Sparte, qui s'appelle la guerre du Péloponnèse. Mais les événements qui nous intéressent pour montrer ce qu'est le Kairos se passent à Amphipolis en 422 avant Jésus-Christ, et je sais ce que je vais vous raconter. Donc voici le théâtre des opérations. On est à Amphipolis en 422 avant Jésus-Christ, donc c'est Athènes contre Sparte. J'ai respecté le code couleur des unités militaires en fonction, voilà, bleu c'est Athènes et rouge c'est Sparte. Donc vous avez ce lac qui est le lac Takinos. Autour vous avez des marécages. Cela coule jusqu'à ici. Là vous avez un pont. Et puis on descend jusque dans la mer Égée. Ce fleuve s'appelle le Strymon. Donc du côté de Sparte, on a le général Brasidas, dont la stratégie est de faire en sorte que les alliés de l'Empire athénien veuillent se séparer d'eux
Et donc sa stratégie à lui, c'est de libérer les villes qui éventuellement pourraient être sous le contrôle d'Athènes. Et en face, on a à Athènes, on a un général qui s'appelle Cléon. Donc Cléon, dont les ordres sont de venir se mettre la flotte à ce port qui va s'appeler Eion et de monter et de prendre la ville d'Amphipolis. Malheureusement pour Cléon, il est arrivé un petit peu tard pour prendre la ville d'Amphipolis et Brasidas l'a devancé en prenant la ville. Donc les troupes de Sparte sont actuellement dans la ville et les troupes athéniennes viennent d'arriver. Enfin bon, elles vont stationner à peu près entre 5 et 9 jours. Elles viennent d'arriver. Malheureusement, les ordres de Cléon étaient de prendre la ville, pas de la prendre d'assaut, mais pardon, de la prendre d'assaut justement, mais pas de mettre le siège devant la ville. Et comme tout général athénien à l'époque, il est sous les ordres de la démocratie athénienne, ce qui fait que lui, il arrive et il pensait pouvoir prendre la ville d'assaut d'un coup et de se fortifier à l'intérieur. Le problème, c'est que les Spartiates amenés par Brasidas sont déjà dans la ville et donc il ne peut plus la prendre d'assaut. Et là, il est en train de se poser la question de ce qu'il va faire. Donc il faut savoir que ils ont vu les Athéniens arriver, donc nos Spartiates, et le général Brasidas s'est mis au sommet de la montagne qui s'appelle le Cardilion, et il a vu les troupes athéniennes arriver. Normalement, ce qui se passe, c'est qu'il va vite fait galoper, il va prendre le chemin, le pont, hop, il rentre dans la ville. Et qu'est-ce qu'il se rend compte de la situation, c'est que en termes de comment dire, de quantité d'hommes, ils sont à peu près, ils ont des forces équivalentes en termes de quantité et de nombre d'hommes. Mais par contre, ils sont beaucoup moins bien équipés puisque l'armée qui attend dans Amphipolis, l'armée spartiate, est essentiellement composée de gens, on va dire, qui vivent des alentours, donc des gens de Thrace. Et qui sont beaucoup moins bien équipés, alors qu'en face on a quand même les phalanges de l'armée athénienne qui elles sont prêts à en découdre, qui sont extrêmement bien équipés, mais malheureusement donc dans l'esprit de Brasidas, il ne peut pas engager le combat comme ça sur un terrain ouvert, mettons devant la cité là par exemple, parce que le problème c'est qu'ils vont se faire massacrer, ils sont beaucoup moins bien équipés. Alors, la stratégie de Brasidas est la suivante. Il va faire en sorte que les Athéniens puissent voir l'équipement des Spartiates. Donc les Athéniens qui sont là savent que les Spartiates en face n'ont pas beaucoup de matériel militaire et que donc, par conséquent, ils pourraient éventuellement prendre la ville d'assaut. Mais Cléon hésite parce que lui, ce qu'il aimerait, c'est avoir des renforts qui viendraient éventuellement de la ville d'Athènes. Il passerait les bateaux à Léon et il recevrait des renforts, et avec ces renforts, lui, il veut bien faire un siège devant la ville. Donc ce que Cléon va décider de faire là, c'est comme il peut pas prendre la ville d'assaut parce que il n'a pas envie de perdre d'hommes, il attend des renforts, et par conséquent, il va décider de retourner sur Léon, le port de Léon. Donc voilà, Cléon donne l'ordre aux troupes de se ramasser et de faire route vers Léon. Et pendant ce temps-là, justement, Brasidas va faire une harangue pour demander à ses soldats d'aller se battre. Parce que Brasidas voit bien que les Athéniens sont indécis, donc ils descendent de rentrer à Léon. Et il va saisir justement ce moment de Kairos, et on va voir ce que c'est, pour justement aller attaquer les forces athéniennes. Donc on est dans Thucydide, la guerre du Péloponnèse, l'édition de la Pléiade, page 1040. Alors, dès qu'il vit les Athéniens se mettre en marche, Brasidas redescendit du Cardilion et rentra à Amphipolis. Il ne voulait pas faire sortir ses troupes de la ville pour les ranger en bataille devant les Athéniens, car il n'avait pas grande confiance en elles et les jugeait trop inférieures à celles de l'ennemi, non pas en nombre, puisque leurs effectifs étaient sensiblement équivalents, mais en qualité. Athènes avait en effet envoyé une armée composée uniquement de citoyens athéniens et des meilleurs soldats de Lemnos et d'Imbros. Brasidas se prépara donc à assaillir l'ennemi en usant d'un stratagème. En laissant voir aux Athéniens l'ensemble de ses forces, avec l'armement de fortune dont elles étaient pourvues, il avait, estimait-il, moins de chances de l'emporter qu'en les dérobant à leur vue, de façon à ne pas leur inspirer un mépris justifié. Il prit directement sous ses ordres 150 hoplites et confia le reste de l'armée à Cléaridas. Il voulut lancer une attaque brusquée contre les troupes ennemies avant qu'elles ne fussent retirées, car il estimait que l'occasion, hein, le mot est important, de surprendre ainsi les Athéniens, réduits à leur seule force, ne se représenteraient plus dès lors du moment qu'ils auraient reçu des renforts. Réunissant alors tous ses hommes afin de les encourager et de leur expliquer ses intentions, il prononça l'allocution suivante.
Péloponnésiens, vous savez que le pays d'où vous venez doit la liberté, dont il a toujours joui à la vaillance de ses fils, et que vous êtes des Doriens sur le point d'affronter des Ioniens. Alors pour la compréhension du texte, les Spartiates sont d'une ethnie qu'ils appellent les Doriens, et les Athéniens sont d'une ethnie qu'on appelle les Ioniens. Alors, vous êtes des Doriens sur le point d'affronter des Ioniens, c'est-à-dire des gens que vous avez l'habitude de vaincre. Là-dessus, il est inutile d'insister davantage, mais je veux aussi vous expliquer mon plan d'attaque afin que nul d'entre vous ne perde courage à la pensée que nous serons en état d'infériorité si, au lieu d'engager toutes nos forces, je n'emmène qu'avec moi une petite troupe. Tout me donne à croire que si nos ennemis sont montés jusqu'ici et se trouvent maintenant en plein désordre, occupés à contempler le terrain avec insouciance, c'est parce qu'ils nous méprisent, et ils s'attendent pas à la moindre sortie de notre part. Or la victoire revient le plus souvent au chef, qui sait le mieux discerner de telles fautes chez un ennemi, et qui, plutôt que de marcher ouvertement contre lui pour engager une bataille rangée, sait tirer parti des forces dont il dispose pour mettre en œuvre une tactique adaptée à la circonstance. Rien n'est plus glorieux que ces ruses de guerre qui permettent de triompher complètement de ses ennemis et d'assurer à ses amis un avantage décisif. Ainsi donc, pendant que les Athéniens sont encore en pleine assurance et mal préparés pour combattre, pendant qu'ils songent plutôt d'après ce que je vois à se retirer qu'à tenir leur position, et tandis que leur vigilance se trouve ainsi relâchée, je veux, sans leur laisser le temps de rassembler leurs esprits, essayer si possible de les surprendre en me jetant au pas de course avec mes hommes sur le centre de leur armée. Ton tour viendra aussi, Cléaridas, lorsque tu me verras aux prises avec l'ennemi, et vraisemblablement en train de semer la panique dans ses rangs. Tu feras brusquement ouvrir les portes de la ville, et avec tes troupes, y compris les soldats d'Amphipolis et nos autres alliés, tu t'élanceras en dehors pour aller aussi vite que tu le pourras engager le combat avec les Athéniens. Nous pouvons compter que cette attaque mettra le comble à leur frayeur, car la vue d'une seconde vague d'assaillants cause toujours à l'ennemi plus d'effroi qu'une troupe avec laquelle il est déjà en train de combattre. Conduis-toi donc en homme de cœur, comme il sied à un Spartiate, et quand vous, alliés, suivez votre chef avec résolution. N'oubliez pas que 3 qualités sont nécessaires pour faire un bon soldat: la combativité, le sentiment de l'honneur et l'obéissance. Songez qu'en vous comportant bravement, vous assurez en ce jour votre liberté et mériterez désormais le titre d'allié des Lacédémoniens. Autrement, vous deviendrez les sujets des Athéniens, et en supposant que vous ayez de la chance exceptionnelle de ne pas être vendu comme esclave ou mis à mort, ce joug pèsera plus lourdement sur vous que dans le passé. En outre, vous rendriez ainsi plus difficile la libération des autres Grecs. Non, vous ne faiblirez pas, car vous savez que tout ce qui est en jeu dans ce combat, et pour ma part, je vous ferai voir que si je sais m'adresser mes encouragements, aussi je sais bien passer à l'action. Et comme il le dit, Brasidas s'élança à la tête de ses hommes, donc il passe par cette porte-là au sud pour rentrer bien au milieu des troupes. Donc vous avez la troupe de droite, qui est celle du dessus là, qui elle est en ordre de marche pour aller vers le bas, et celle qui est la troupe de gauche, donc qui est en train d'aller en bas. Les mouvements de l'armée athénienne sont un peu désorganisés, ils ne vont pas assez vite, et donc Léon, qui est justement sur l'arrière-garde, décide d'y aller aussi, ce qui fait que les deux armées athéniennes sont en train d'aller vers Léon. Il n'y a pas celle de derrière qui va couvrir la retraite de la première. Et c'est justement ce que Brasidas observe, il voit ça, et il se dit, comme vous avez pu l'entendre, que c'est le moment d'y aller. Donc Brasidas va passer au sud pour aller au centre de l'armée ennemie, donc entre les deux régiments qui sont en train de descendre vers le port de Eion. Euh, et Cléaridas, qui est son second, on dira, va passer par ce qu'on appelle la porte de Thrace, qui est la porte au nord, pour arriver par derrière l'ennemi, donc par derrière les troupes athéniennes. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc Brasidas s'était lancé entre les deux armées adverses. Cléaridas a quitté sa position comme prévu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une partie de l'armée athénienne s'est trouvée bloquée dans les montagnes, et l'autre s'est enfuie vers le port de Laéon. Donc c'est une victoire pour Sparte. Le combat n'a pas duré, puisque les troupes, comme on leur avait dit de rentrer au port, elles ont commencé à se mettre en marche. Et quand les autres sont sortis pour leur courir après, eh bien ils n'ont pas eu la ne s'attendant pas du tout à cette attaque, ils n'ont pas réussi à se regrouper pour faire face à Brasidas et ses 150 soldats. Ils sont enfuis, et donc comme je disais, une partie s'est retrouvée bloquée dans les montagnes à peu près à ce niveau-là. Ce qui s'est produit, c'est que le général Cléon est mort, s'est fait, et voilà, il a été tué. Une partie de l'armée s'est réfugiée dans Léon, et malheureusement ce jeune général spartiate
qui était excellent général, est mort durant l'attaque. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que malgré tout, il a héroïquement réussi à repousser l'armée athénienne avec des gens qui étaient, comment dirais-je, moins bien équipés qu'eux, tout simplement en saisissant le bon moment, donc ce qu'on appelle en notion grecque du kairos. Je vous lis la suite. Donc là, ça parle de Brasidas, hein. Se jetant sur les Athéniens démoralisés par le désordre qui régnait dans leur rang, dans leur propre rang, et terrifiés par l'audace de l'assaillant, il mit en déroute le centre de l'armée adverse. À son tour, Cléaridas sortit comme convenu par la porte de Thrace et marcha contre l'ennemi. Une confusion complète régna bientôt parmi les Athéniens qui ne s'attendaient pas à se retrouver attaqués de façon aussi soudaine et sur 2 points à la fois. Leurs ailes gauches, qui se trouvaient déjà à quelque distance de là, du côté d'Eion, fut aussitôt coupée du reste de l'armée et prit la fuite. Elles étaient en pleine déroute quand Brasidas, qui se retournait maintenant contre l'aile droite, fut blessé et tomba sans que l'ennemi s'en aperçût, et les soldats qui l'entouraient le relevèrent pour l'emmener hors du champ de bataille. Les Athéniens de l'aile droite opposèrent plus de résistance. Il est vrai que Cléon, qui n'avait jamais eu l'intention de tenir tête à l'assaillant et qui avait pris aussitôt la fuite, fut rattrapé et tué par un peltaste de Myrkinos. Mais ces hoplites se regroupèrent sur la hauteur et repoussèrent à 2 à 3 reprises les assauts de Cléaridas. Ils ne cédèrent qu'au moment où ils se virent entourés par la cavalerie chalcidienne et myrkinienne et par les peltastes qui les accablèrent de traits en leur faisant lâcher pied. C'était donc toute l'armée athénienne qui se retrouvait maintenant en déroute, des hommes qui n'avaient pas été tués dès le début dans le corps à corps, et ceux qui purent échapper aux cavaliers chalcidiens et aux peltastes s'enfuirent non sans peine, en se dispersant par une quantité de chemins à travers les collines, et parvinrent à regagner aussi Eion. Les soldats qui avaient retiré Brasidas de la mêlée pour le mettre à l'abri le ramenèrent dans Amphipolis, alors qu'il respirait encore. Le blessé put apprendre la victoire de ses propres troupes avant de mourir quelques instants après. Le reste de l'armée revint de sa poursuite avec Cléaridas, dépouilla de leurs armes les corps des Athéniens et dressèrent un trophée. Après cet engagement, toutes les troupes alliées en armes assistèrent aux obsèques de Brasidas qui furent célébrées aux frais de la cité. On l'enterra dans la ville, à l'entrée de l'agora actuelle. Les Amphipolitains entourèrent son tombeau d'une clôture et depuis lors, ils lui offrent des sacrifices comme à un héros. Chaque année, ils organisent des jeux pour honorer sa mémoire et lui apporter des offrandes. Donc voilà ce que le Kairos. Le Kairos, c'est le bon moment et c'est vrai que pensez à votre vie et pensez au moment où c'est justement c'est le bon moment, c'est pas trop tôt, pas trop tard, c'est le bon moment et cette notion est vraiment très intéressante, c'est-à-dire que la plupart des choses peuvent se faire ou doivent se faire à un certain moment, sinon elles ratent. Et c'est très important de savoir dans la vie saisir ou avoir l'instinct de pouvoir saisir, comprendre cette temporalité qui est très particulière, qui permet que à l'action de se faire de façon parfaite et complète. Voilà, pour une façon un peu plus simple, je dirais, pour les Grecs, le temps, au-delà des concepts qu'on en a, le temps démarre en 776 avant Jésus-Christ, c'est lors des premières Olympiades. D'où vient cette idée de faire des Jeux Olympiques? C'est assez simple, on a donc ce grand récit mythologique qui est l'Iliade et l'Odyssée, et dans l'Iliade, donc c'est la guerre de Troie, hein, c'est un peu la fin de la guerre de Troie, et vous avez le fameux Achille du côté des Achéens, et ce Achille a un grand ami qui s'appelle Patrocle, et Achille ne veut pas se battre contre les Troyens. Et par contre, son ami Patrocle a très envie d'aller à la guerre, et pour impressionner l'ennemi, il veut mettre les armes d'Achille. Donc il va mettre l'armure d'Achille, et tout le monde verra que c'est Achille donc qui va à la guerre, et tout le monde aura peur. Donc, et malheureusement, ça va pas se passer comme ça, puisque Patrocle va être tué durant l'affrontement, et en mémoire de sa mort, Achille décide d'organiser des jeux, euh, une sorte de jeux olympiques, mais des concours de chars, des concours de course à pied, et des concours qui sont très longuement commentés dans l'Iliade, dans lesquels chacun va concourir pour gagner un trophée, et tout ceci bien sûr en l'honneur de Patrocle. Peu importe l'histoire des Jeux Olympiques, l'important c'est de savoir que ça commence en 776 avant Jésus-Christ et qu'on comptait en Olympiade aujourd'hui. Par exemple, on est en 2015 après Jésus-Christ. À l'époque, par exemple, à la naissance de Platon, il est né à la 88e Olympiade, par exemple. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir
ou à définir une structure du temps par rapport à l'Antiquité, puisque c'est eux-mêmes, ils comptaient pas à partir de Jésus-Christ, il n'était pas encore né, bien sûr, et même d'ailleurs on compte à partir de Jésus-Christ bien après la naissance de Jésus-Christ. Non, on compte à partir de la première Olympiade qui aurait eu lieu en 776 avant Jésus-Christ, à l'époque de Lycurgue de Sparte, hein. Donc c'est vraiment des temps très reculés. Pour découper l'année en différentes sous-parties, on a l'équivalent des mois. Donc eux, ils ont des mois aussi. Juillet-août, c'est pas juillet-août évidemment dans la Grèce antique, hein, c'est Hécatombéion. Août-septembre, Boéadromion. Octobre-novembre, Pinapsion. Décembre-janvier, Poséidon. Janvier-février, Gamélion. Février-mars, Antestérion. Mars-avril, Élaphébolion. Mai-juin, c'est Targélion. Et juin-juillet, c'est Scyrophorion. Voilà, pas besoin de les retenir par cœur, mais on découpe l'année en sous-parties. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces journées dans la Grèce antique? Donc le matin on se lève, on fait une libation aux dieux. Donc dès qu'on se lève le matin, on honore les dieux. Ensuite on prend un petit déjeuner. Ça peut être du pain d'orge ou du blé trempé dans du vin, ou aussi des olives ou encore des figues. Suite à cela, les enfants vont à l'école avec leur pédagogue qui les emmène voir un maître d'école. On a la plupart des adultes, 90% vont aller au champ, puisque ce sont des populations essentiellement agraires, rurales, donc travaillent dans les champs. Et ceux qui connaissent un métier, les adultes qui connaissant un métier, vont travailler dans des artisanats divers. Donc on a un quartier à Athènes qui s'appelle le quartier des poteries, par exemple, donc où il y avait effectivement des potiers. D'ailleurs, Athènes était très connue pour sa poterie raffinée, avec le fond noir et puis des dessins faits en rouge. Donc Athènes était très connue pour ça. Donc là, on a aussi bien sûr les métèques qui travaillent, donc ils sont souvent artisans, comme le Képhalos qui avait justement son atelier de confection de boucliers. Et puis les esclaves eux aussi se lèvent, ils aident au champ, à la maison, là où on a besoin d'eux. Euh, voilà, donc on se lève à peu près entre 6 et 7 heures du matin à l'époque. On arrête de travailler en milieu d'après-midi, donc vers 16 heures de l'après-midi. Entre-temps, on a pris une pause rapide, un petit déjeuner rapide, on va dire. Et puis la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait? On va au therme ou au bain public. Donc les bains publics sont des endroits chauffés, donc on va se laver, où il y a des saunas aussi. On fait aussi un peu d'exercice physique, puisque comme on le verra, l'idéal de l'Athénien moyen, par exemple, c'est l'Athénien qui est capable c'est un peu comme en Suisse aujourd'hui, c'est l'idéal du citoyen guerrier. Donc les gens sont des citoyens guerriers, donc ils doivent s'exercer au métier de la guerre. Donc ils font des exercices gymnastiques, que ce soit de la course, de l'étirement, maniement des armes. Donc voilà, on s'entraîne un petit peu après une longue journée de travail. Et puis à la suite de ça, bah, comme on est sale, on s'est sali, on fait sa toilette. Donc avec de l'huile, on se verse de l'huile sur le corps et on se racle le corps de toute la saleté. Et voilà, donc ça permet de se nettoyer, de se sentir propre, etc. Le soir, après cela, une fois qu'on a fait un peu d'exercice militaire, qu'on a travaillé, etc., qu'est-ce qu'on fait encore? Eh bien, on prend des repas en famille, les repas sont pris en famille, et puis sinon, on va à des banquets avec des amis. Donc si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, vous pouvez lire le banquet de Platon. Euh, il sera question de la beauté, de la beauté avec un grand B, mais sinon, ouais, l'idée c'est de banquer, on va boire entre amis, donc on met du vin pur dans une grande, c'est pas une coupelle, mais j'ai pas le nom en tête, mais on va dire dans une grande coupelle, on met du vin pur et les gens se servent de ce vin pur, ils mettent un peu d'eau, un peu de miel et puis on boit ça entre amis, ce qui est certainement très sympa. Je sais pas si vous avez déjà bu d'ailleurs du vin avec du miel, du vin rouge avec du miel essentiellement. Bah c'est vraiment très très bon. Alors au cours d'une vie, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le temps passe, hein, bon, entre 7 et 8 ans, on a droit à une éducation, on apprend à lire, écrire, on apprend la mathématique et la musique. Alors je parle essentiellement de l'éducation d'un homme libre, hein, parce que ça va changer. Un esclave pourrait avoir cette éducation si son maître décide qu'il a le droit. Donc c'est vraiment en fonction du maître. Donc voilà, jusqu'à 17 ans. De 17 à 18 ans, on devient un éphèbe, donc à Athènes, on devient un éphèbe. À savoir que, à l'inverse, à Sparte de 7 à 8 ans commence la gogé. Donc la gogé, ça sera l'éducation. La gogé, ça veut dire le dressage, hein, très clairement. Donc chez les Spartiates, on est dressé dès la jeunesse. Chez Athènes, on apprend plutôt donc à lire, écrire, les mathématiques, la musique. À 17-18 ans, on devient éphèbe. Éphèbe, c'est-à-dire qu'on fait son service militaire.
Ça dure 2 ans, et à 2 ans, on devient hoplite au catalogue, jusqu'à 60 ans. Donc on en fait son service, mais enfin, on est possiblement, on va faire la guerre de 20 à 60 ans. Euh, Suite à ça, une fois qu'on a fini, qu'on est un hoplite au catalogue, c'est-à-dire qu'on peut envoyer se battre, eh bien, les Grecs ne s'ennuyaient jamais. Puisqu'au cours d'une vie, il suffit de lire 10 années, tout simplement 10 ans de la vie d'un grec, et vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses qui se passent. Euh, donc, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va peut-être devenir un guerrier, donc ça va être le métier des armes, ou peut-être il essaie de devenir général, ou pilote de navire, ou peu importe ce que va essayer de devenir, mais on peut devenir faire une carrière dans la carrière militaire. On peut devenir un commerçant, parce que Athènes commerce beaucoup, de l'argent, du marbre, des céramiques, des poteries, de l'huile d'olive, etc. On peut devenir en gros agriculteur, artisan, homme politique, stratège, marchand, enfin il y a beaucoup de choses, ou un enseignant, ou un maître. Euh, les guerres sont très nombreuses entre cités, donc on verra ce que c'est la cité plus tard, mais les guerres sont très nombreuses, donc on est souvent appelé à faire la guerre pendant une vie. On peut faire aussi des expéditions commerciales. Donc ça arrive souvent. Les expéditions commerciales sont des expéditions où on fait ce qu'on appelle le prêt à la grosse aventure, où en fait on va acheter beaucoup de marchandises et puis la revendre dans un autre port où la marchandise est plus rare. Donc c'est la base du commerce, hein, tout simplement. Et pour ça, on prenait des grosses fortunes pour faire ces expéditions, ce qui fait que Athènes va devenir un centre financier important. Bah, on se marie évidemment, on fait du sport, enfin la vie est assez compliquée. L'artisanat est assez généralisé quand on vient d'Athènes. Maintenant, quand on vient un peu à l'extérieur, on va surtout être un paysan. Il n'y a pas d'industrie comme aujourd'hui, donc la notion du temps qu'on a nous aujourd'hui est extrêmement rapide, hein. Vous allez sur internet, vous pouvez vous acheter n'importe quoi, alors qu'à l'époque, pour avoir son bouclier, son épée, ou c'est tout simplement son assiette dans laquelle on mange, ou son vêtement de travail par exemple, et bah, tout prend du temps à être produit puisque tout est artisanal. Donc il n'y a pas d'industrie, sauf la seule trace d'industrialisation qu'on a trouvée, c'est essentiellement le port du Pirée, où à partir de Thémistocle, on va dire en gros entre 490 avant Jésus-Christ, les Athéniens vont décider d'avoir une importance militaire en termes d'importance militaire marine. Donc il va y avoir une véritable marine de guerre, mais on verra les circonstances de tout ça. Et donc en fait, le seule trace d'industrie telle que nous on l'imagine aujourd'hui, avec des tâches qui sont, comment dirais-je, normalisées. Chacun fait sa petite tâche à la suite, et on ne produit pas un navire de A à Z, ou on ne produit pas un bouclier de A à Z, etc. Donc où les tâches sont segmentées comme ça. Ce type d'industrie n'existe pas, sauf peut-être pour les chantiers navals du Pirée, où là, la production navale est tellement importante qu'évidemment, ça ressemble beaucoup à de l'industrie. Mais sinon, c'est de l'artisanat généralisé, ce qui veut dire que tout prend du temps à être produit et tout coûte cher en fait. C'est ça qui est fascinant quand on regarde les prix à l'époque, les prix de la vie quotidienne des Grecs, tout est cher. Tout met du temps à être acheté. Et pour acheter mettons que vous gagnez une drachme par jour, pour acheter un bœuf, ça prend 300 jours. Voilà, ça coûte 300 jours de travail, si vous arrivez à tout mettre de côté, bien sûr, pour s'acheter un bœuf. Un esclave coûtait à peu près non, un bœuf coûtait 400 drachmes, un esclave coûtait 300 drachmes. Enfin, ça dépendait de la qualité de l'esclave. Enfin, je veux dire, tout coûtait. Tout est cher. Un vêtement de travail, ça coûte 20 drachmes. Pour s'habiller, avoir un vêtement qu'on va utiliser pour travailler, 20 drachmes. Aujourd'hui, ça coûte rien, hein, mais à l'époque, voilà, voilà le prix que ça coûte. Vous voulez vous acheter un superbe, un superbe vêtement de travail, ça vous coûte 20 jours de votre salaire. Et ainsi de suite. Manger coûte à peu près 30 à 40% de votre salaire. Donc voilà. Donc c'est la vie à l'époque. Tout va beaucoup plus lentement. Et pour avoir un superbe épée, une super bouclier, se, se faire un équipement militaire, puisque n'oubliez pas qu'on va bientôt voir qu'on est dans l'idéal du citoyen soldat, et bah pour avoir tout l'équipement militaire, il fallait à peu près 1000 à 1400 drachmes. Donc ça veut dire à peu près 4 ans de salaire pour se payer tout son équipement militaire. Voilà, j'ai essayé de parler donc du temps qui passe, de la vie au quotidien. Donc, je ne sais pas comment on s'imagine ou comment vous vous imaginez la vie de nos aïeux, ancêtres, même si vous n'êtes pas grec d'ailleurs, moi non plus, mais c'est pas grave. Il faut surtout prendre cette notion que tout met du temps à être fait. Et comme tout met du temps à être fait, la guerre est terrible dans le sens où faire une guerre, c'est l'horreur absolue parce qu'on va détruire tous les moyens qui permettent, comme le dit
Thucydide de capitaliser et donc de créer une ville, une industrie, etc. Et comme on détruit tout, eh ben ça met du temps à être refabriqué, à être remis sur pied, reconstruit. D'ailleurs, la seule chose qui est souvent le construit très rapidement, c'est les murs d'enceinte d'une ville. C'est rigolo parce que c'est vraiment la chose quand on en parle, c'est ce qui est le construit le plus vite, c'est les murs d'enceinte pour se protéger de l'ennemi. Mais tout le reste, se fait vraiment lentement. Et donc, les jours se ressemblent un petit peu plus, à mon avis, dans l'Antiquité, et même si il arrive des choses absolument extraordinaires aussi dans votre vie dans l'Antiquité. Euh, la vie est en même temps va très vite, où on a des conflits meurtriers, des conflits militaires où la vie va très vite, et en même temps, pour nos ancêtres, la vie devait être un long fleuve tranquille où, comme les choses ne vont pas aussi vite que maintenant, euh, acheter un ordinateur aujourd'hui, achetez-le dans 10 ans, le même avec achetez-le 800 €, et bah, dans 10 ans vous achetez un ordinateur 800 €, ça n'a plus rien à voir, c'est plus du tout la même chose, aujourd'hui tout va vite, à l'époque tout allait lentement. Heu, Imaginez qu'il vous faille, payer un ordinateur 10 000 €, ça aurait été voilà, c'est fabriqué à la main, artisanal, et bah, ça on n'arrive pas à s'imaginer aujourd'hui puisqu'on est dans un monde industriel et même hyper industrialisé, donc tout va vite, tout est conçu comme ça pour être industrialisé alors qu'à l'époque tout est fait lentement. Les gens qui fabriquent des poteries ou des armes ou ce genre de choses sont des artisans, et donc ils connaissent vraiment un métier, ils le font avec passion, mais tout prend du temps à être fabriqué, tout prend du temps à être produit. Et c'est vraiment une grosse différence par rapport au monde actuel où notre notion du temps est complètement biaisée par le fait que tout aille vite en fait. Par le fait qu'on peut tout s'offrir, quasiment tout s'offrir à partir d'internet, que on veut tout de suite et qu'il suffit de zapper pour changer de chaîne à la télévision, alors que dans la vie de nos ancêtres, les choses n'allaient pas aussi vite que maintenant. En tout cas, dans leur quotidien, les choses n'allaient pas aussi vite. Pour ce qui est du topos, donc topos ça veut dire un lieu qui donne topologie, topographie, etc. Donc topographie, la graphie, la représentation d'un lieu, par exemple. On veut la topographie d'un paysage, on veut savoir est-ce que c'est droit, est-ce que c'est vallonné, est-ce que, etc. C'est ça qu'on cherche à savoir. Et l'espace, donc c'est le topos. Les villes sont construites le long des cours d'eau. Hein, faut pas chercher midi à 14 heures. Pour vivre, il faut pouvoir boire, et pour boire, il faut être à côté d'un cours d'eau. Donc à Athènes, ça sera l'Ilissos. À Sparte, ça s'appellera l'Eurotas. Donc les Spartiates se baignent dans l'Eurotas. On ne connaît pas grand-chose du monde aux alentours. En termes d'espace, on connaît un peu où sont situées les villes, les principales villes, les villes rivales, on sait où elles sont, mais on ne connaît pas grand-chose du monde aux alentours de sa propre ville. S'aventurer loin des villes est dangereux. Parce que il y a du banditisme, parce qu'on peut tomber sur une troupe militaire de la cité d'à côté avec qui on est en paix ou malheureusement en guerre à ce moment-là, et boum, soudain on peut se faire tuer ou piller ou voler. Les routes ne sont pas sûres, il n'y a pas vraiment de grandes routes qui sont définies, sauf par exemple entre Thèbes et Athènes, ou entre Athènes et Sparte. Là il y a des grandes routes qui sont définies, qui sont assez il y a beaucoup de passages, mais voyager est dangereux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Athènes préférera voyager par la mer, parce que voyager par la mer est beaucoup moins dangereux que voyager par les terres. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est ce qui est rigolo, une anecdote rigolote, c'est que vous savez, vous avez la ville d'Athènes et un tout petit peu 6 kilomètres au sud de là, vous avez le port du Pirée. D'accord. Et entre et il paraît que le chemin entre la ville d'Athènes et le port du Pirée était un vrai coupe-gorge. C'est-à-dire que vous êtes à Athènes, vous voulez aller au Pirée à 4 heures du matin parce que vous êtes complètement, je sais pas pourquoi, parce qu'au Pirée il y a des prostituées, voilà l'exemple parfait. Euh, vous êtes à Athènes, vous vous ennuyez, vous allez faire la fête au Pirée avec les marins et les prostituées, et ben faire la route était extrêmement dangereux. Vous pouviez essentiellement, on a cette image, je sais plus quel grand philosophe s'est fait assommer et s'est fait piquer son manteau en allant justement sur le port du Pirée. Alors il paraît que c'est une voie magnifique d'ailleurs, c'est très beau à l'époque, c'était une très belle route, mais la nuit c'était un véritable coupe-gorge et par extension ça, l'essentiel de la Grèce à cette époque, en tout cas du voyage terrestre, est dangereux. Et on ne connaît pas grand-chose déjà de ce qui se passe en dehors de sa ville, et on n'y va pas d'ailleurs parce que c'est dangereux. Je rappelle d'ailleurs, ça me semble évident, mais que les voyages prennent du temps à être faits. Aujourd'hui, vous prenez l'avion, il faut à peu près de là où j'habite, il faudrait 26 heures pour aller à Auckland en Nouvelle-Zélande, c'est à peu près 16 000 kilomètres. Et ben à l'époque pour aller en Nouvelle-Zélande, je sais même pas si c'est possible. Il faut 9 mois quoi. Donc voyager prend du temps, c'est long.
En plus, on sait pas très bien, on n'a pas des cartes précises. Donc voilà, au niveau de l'espace, la conception qu'on a de l'espace, d'un point de vue purement matériel, c'est évidemment, on reste cantonné à l'endroit d'où on vient. Et si on veut voir ça d'un point de vue spirituel, l'espace est réglementé par les dieux. C'est-à-dire qu'un espace égale un dieu. Comme je l'ai dit, la mer c'est Poséidon par exemple. Le ciel c'est Zeus et ainsi de suite. Donc l'espace, non seulement déjà voyager, découvrir l'espace autour de soi est dangereux, il n'y a pas vraiment de notion d'espace comme on utilise aujourd'hui, comme on parle de l'espace et du temps, je le précise. Et puis de toute façon, l'espace, c'est pas un volume comme on l'imagine aujourd'hui. L'espace, c'est appartient à un dieu. Donc on est toujours dans une localité qui est plus ou moins gérée par tel ou tel dieu ou telle divinité. Donc à Athènes, on est sous le sanctuaire d'Athéna, on est sous le sanctuaire d'Athènes, on est à tel temple, on est etc. Et on est toujours à un endroit. Donc on est dans la forêt, on est dans la forêt de telle ou telle déesse, on est dans la forêt d'Artémis, peu importe son nom. Donc voilà, on est toujours dans un, pardon, on est toujours dans un espace, on est toujours quelque part dans un lieu qui est spiritualisé, divinisé. Comme je l'ai dit, il y a des nymphes dans les cours d'eau, il y a des esprits dans la montagne, il y a des esprits de la forêt, il y a etc. Et donc, on ne connaît pas le monde autour de soi, pas vraiment. Il y a eu des grandes expéditions pour essayer de découvrir le monde. Je vais vous montrer la carte d'Hérodote, elle est assez rigolote, de comment il voyait le monde à l'époque. Mais globalement, on ne connaît pas, alors qu'aujourd'hui, on a cette fameuse image, vous savez, du monde vu par un satellite, et on connaît le monde de nos jours, on le connaît très bien, on sait géographiquement à quoi il ressemble. Alors qu'à l'époque, on n'a pas forcément de carte, on sait à peu près où sont les lieux, on connaît beaucoup de choses autour de chez soi, mais dès qu'il s'agit d'aller à plus de 100 km de chez soi, on ne connaît plus rien. Alors j'en profite un peu de ce passage-là dans la vidéo pour vous mettre un peu au parfum du lieu dont on va parler pendant un certain nombre de vidéos, hein. Donc tout au sud, je commence tout au sud, au sud-ouest, le Péloponnèse, donc cette région du Péloponnèse où la ville principale sera Sparte. Un peu au nord-est, vous avez l'Attique. L'Attique, c'est la région d'Athènes. Un peu plus au nord, la Béotie. Donc la Béotie, ce sera le lieu où se trouve Thèbes. Tout au nord, la Macédoine. Tout au nord, vraiment tout au nord, vous avez la Thrace. Donc la Thrace qui est cette région où les habitants d'ailleurs d'Athènes qui sont très, comme je l'ai dit, hein, dès qu'on est à plus de 100 km de chez soi, on ne connaît plus personne et les gens sont des béotiens. Vous connaissez le mot béotien, ça veut dire un abruti en gros. Eh bien, d'ailleurs, c'est pour vous dire, hein, les Athéniens ont dit, voilà, de quelqu'un de dire que c'est un béotien, ça veut dire que c'est déjà un fermier abruti, mais de dire que de quelqu'un que c'était un thrace, alors ça veut vraiment dire que c'est vraiment c'est limite, c'est la limite entre l'homme et l'animal, hein, la trace pour ces gens-là. Donc voilà, on est très méchant et très méfiant de une sorte de xénophobie. Et là, le mot s'applique bien. C'est pas qu'on a peur de l'étranger d'ailleurs, mais on se moque de l'étranger plutôt d'ailleurs. Et du thrace, alors vraiment, le thrace c'est le sauvage par excellence. Et je vous montre aussi sa dernière partie, la Ionie. L'Ionie, parce que l'Ionie, on va en entendre parler beaucoup lors de ça va être un peu le casus belli, le commencement de la guerre entre les Mèdes et les Grecs. Donc voilà, vous avez ces différentes parties que maintenant je pense que vous arrivez à visualiser. Alors une deuxième carte où je représente les villes, donc tout au sud, je recommence au Péloponnèse, hein, vous avez Sparte. Dans le Péloponnèse, vous avez une ville qui ça va beaucoup nous intéresser, qui est rivale de Sparte, qui est Argos. Un peu au nord, vous avez Corinthe. Alors, entre Corinthe et Athènes, vous avez la ville de Mégare qui va nous intéresser pour parler de Solon l'Athénien. Vous avez donc Athènes que vous pouvez visualiser maintenant. La petite île qui forme un triangle d'ailleurs entre Athènes, Mégare et Égine. Donc c'est une petite ville côtière, enfin qui a été très importante, je dirais plutôt au 6e siècle avant Jésus-Christ, mais qui va un peu décliner, on verra pourquoi. Donc Égine, Athènes, au nord Thèbes, j'ai replacé tout au nord, j'ai mis Péla. Alors Péla, on verra ça, ce sera très important quand on parlera de l'Empire macédonien. Un peu à droite, j'ai mis Stagir. Alors pourquoi est-ce que je mets Stagir? Bah tout simplement parce que c'est la ville de naissance d'Aristote. Et quand j'ai fait cette image, bah je sais que je vais vous parler d'Aristote. Donc il vient de là, Aristote de Stagir, qui est pas très loin d'ailleurs d'Amphipolis, hein, si vous vous souvenez de la carte que je vous ai présentée un peu avant. Et en Ionie, deux villes pardon très importantes, Éphèse et Milet.
Éphèse et Milet, ou de quel c'est très intéressant d'en parler puisque ces villes vont compter pendant les différentes guerres qu'on va pouvoir apercevoir. Et puis aussi, Éphèse et Milet, sont des villes où desquelles viennent justement de très importants philosophes qu'on verra très prochainement. Donc dans l'édition de la Pléiade, justement, comme on a l'intégralité d'Hérodote, eh ben on a cette carte justement qui est, comme vous pouvez le voir, assez rigolote d'une certaine manière, où tout au centre, enfin au centre, vous avez d'ailleurs la Turquie tout au centre, et puis un peu à l'est, vous avez la Grèce. Donc voilà à quoi ressemblait le monde selon un certain nombre de Grecs érudits à l'époque. Donc vous voyez, on va pas plus loin que l'Éthiopie, on ne voit pas encore la Grande-Bretagne. Donc il y aura évidemment des Grecs qui vont faire des expéditions dans le monde pour voir à quoi ça ressemble vraiment, et donc on va avoir des cartes un peu plus complètes. Mais le niveau de précision ne va pas au-delà de ce que vous pouvez voir actuellement. Donc voilà, c'est fini pour le temps et l'espace chez les Grecs. Donc comme on peut le voir, les choses sont beaucoup plus lentes d'un certain point de vue chez ces gens-là. Le temps s'écoule plus lentement, l'espace appartient aux dieux. Donc on n'a pas cette notion de temps abstrait et ces intuitions d'ailleurs, on pourrait dire, de temps et d'espace qui sont vraiment abstraits. Chez les Grecs, ça correspond à quelque chose. Tout prend plus de temps à être fait à l'époque. Et au niveau de l'espace, c'est beaucoup plus restreint que ce que nous on imagine. Alors ma prochaine vidéo s'intitulera de l'Agone de l'Iliade à l'éthos de l'Odyssée. Pourquoi je veux parler de l'agone et l'éthos? Agone et l'éthos sont deux notions fondamentales dans la Grèce antique, donc je vais pouvoir en parler. Dans l'Iliade, ce qui me semble être magnifié, c'est la force du guerrier tel qu'Achille, et donc c'est l'agone, vraiment le vouloir vers l'excellence. Et l'éthos, qui est plutôt une notion de raison, que nous on utilise éthique aujourd'hui, mais l'éthos qui est vraiment l'éthos de l'Odyssée, où le but de notre héros, qui sera justement Odysseus, Ulysse, ça sera de retrouver son chez-soi, donc c'est une autre notion, et ce qui va me permettre de parler de la notion de cité grecque. Donc, Agone de l'Iliade à l'éthos de l'Odyssée dans la prochaine vidéo, qui se fera plus rapidement maintenant, puisque j'ai réussi à dégager du temps libre dans ma semaine pour pouvoir les faire. Donc, on est bientôt parti pour parler directement des mythes fondateurs de la Grèce antique.